Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 8 décembre. Chaque jour, plus de 100 000 Lorrains vont travailler au Luxembourg. Pour ceux qui choisissent d'y aller en train, ce n'est pas tous les jours facile, surtout en période de grève. Témoignage de 2 usagères dans cette édition. La crise de l'énergie touche aussi le gaz. Alors, comme pour l'électricité, des délestages pourraient être réalisés. Pour expliquer les différents scénarios de cet hiver, GRDF organisait aujourd'hui une conférence de presse à Metz. Les détails dans quelques minutes. 300 000 visiteurs au Thermapolis cette année, 160 000 à la Villa Pompéi et 10 000 curistes. Le pôle thermal d'Amnéville n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, mais c'est en très bonne voie. On fait le point sur ce lieu hautement touristique. Côté ciel, la météo de demain sera marquée par le froid toute la journée, mais également par de belles éclaircies. Des gelées sont prévues au réveil avec des températures comprises entre -2 et -1 degré, maximum 3 degrés au plus haut. Et pourquoi ne pas profiter de ce mois de décembre pour faire un geste et être solidaire? L'établissement français du sang fait d'ailleurs au mois de décembre une campagne autour de la générosité. On en parle avec vous, Olivier Duras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication justement pour l'établissement français du sang Grand Est. On dressera un bilan de cette année écoulée en termes de dons du sang et on évoquera les besoins pour cette fin d'année. Mais avant, on développe les titres. En vous rendant à la gare de Metz ce matin, vous avez peut-être aperçu la statue de bronze du général de Gaulle avec un tout autre aspect. En effet, les mains et l'emplacement du cœur ont été bariolés de peinture rouge, un acte de vandalisme perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi, activement condamné par le maire de Metz qui porte plainte. Dans un communiqué, François Grosdidier parle d'un outrage à un homme qui, plus que tout autre, incarne la France libre et l'esprit de résistance. Les enregistrements des caméras de vidéoprotection ont été donnés aux enquêteurs dans l'optique bien sûr de retrouver le ou les fauteurs de troubles pour les sanctionner. Restons à la gare pour parler transport. Par jour, c'est plus de 100 000 Lorrains qui traversent la frontière pour travailler au Luxembourg. Alors certains décident de prendre la voiture, d'autres le réseau ferroviaire. Mais entre Metz et le Grand-Duché, le trajet est souvent compliqué. Wagons surchargés, retards, suppression de trains, c'est le quotidien des usagers. Lucie Philippot a suivi ce matin, jour de grève d'ailleurs, 2 jeunes femmes jusqu'à leur travail. Immersion sur les rails. Il est 7h30 et comme tous les matins, Oriane et Isabelle prennent le train pour se rendre au travail. En arrivant sur le quai, c'est la surprise. C'est lequel le prochain? Il est en retard, hein, c'est le 39. Ouais. Ah, tu vois qu'il est en retard? Oui, de 5 minutes. Ouais. Bah, ouais. Bah, voilà. Comme d'hab, hein, de toute façon. Bah, il est petit, donc... Ouais. Ah bah les gens, ils sont déjà debout, tu vois. Voilà, comme Non, toujours. ça va. Un peu quand même, tu rigoles. Regarde. Il faudra légèrement pousser pour entrer. Putain, c'est mort. Non, c'est mort. Non, laisse tomber, vas-y. Par miracle, aujourd'hui, les 2 jeunes femmes seront assises. Le trajet d'une quarantaine de minutes initialement permet à Oriane de gagner du temps le matin et à d'autres de dormir. Entre voyageurs, une communauté s'est créée. Isabelle, pour se tenir au courant, utilise une application participative pour connaître les retards en temps réel. Parfois, ça va plus vite que les infos SNCF en fait. Souvent, on a plus d'infos là-dessus, on a le motif du retard. Certains voyageurs ont même décidé de ne plus payer leur abonnement en signe de protestation. Enfin, nous, on n'a pas l'impression qu'ils investissent beaucoup sur la ligne. Il y a beaucoup de problèmes de trains en panne, d'indisponibilité du matériel. Donc ça arrive quand même souvent qu'ils annulent des trains parce qu'ils n'ont pas assez de rames en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est un jour de chance. Les filles ont pris un train relativement calme. Sur les réseaux sociaux, on constate régulièrement que les conditions sont difficiles pour voyager jusqu'au Luxembourg. La ligne Thionville-Luxembourg comptabilise un taux de 15,2% de retard pour septembre et octobre. Arrivé à Luxembourg, le périple n'est pas fini. Il faudra affronter la foule et le tram luxembourgeois. Il est 8h45 lorsqu'elles arrivent au travail. Pendant le trajet, le train a accumulé 15 minutes de retard pour diverses raisons.
Elles auraient dû arriver vers 8h30. Non, pas trop en retard. Ouais, une heure Moi, et je quart. vais pas me faire disputer. C'est bien. Donc non, c'était cool. Hiver 2023, quel scénario pour le gaz? C'était le thème ce jeudi matin d'une conférence de presse donnée par GRDF à Metz. Comme pour l'électricité, on y reviendra d'ailleurs juste après ce reportage, des délestages pourraient avoir lieu. Mais alors, qui est vraiment concerné? Les explications avec Jean Milon. En France, les besoins énergétiques sont en moyenne 4 fois plus élevés l'hiver que l'été. Alors même si les stocks du pays étaient pleins en octobre, la météo pourrait jouer les troubles fêtes. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est la rigueur notamment de l'hiver sur les mois à venir. Donc aujourd'hui, je sais que je suis plein, mais je ne sais pas à quel rythme je vais finalement consommer ce qui est dans mon stockage. Rassurez-vous, en cas de tension sur les stocks, les particuliers ne seraient pas concernés. Seuls les industriels, consommant plus de 5 gigawatts, pourraient être sollicités par la préfecture, seul décisionnaire. On va seulement solliciter les plus grosses entreprises qui pourraient arrêter partiellement ou complètement leur production. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 51 entreprises en Moselle qui seraient sollicitées pour arrêter de consommer et qui protégeraient l'ensemble des particuliers qui auraient toujours du gaz chez eux. La grande incertitude concerne surtout le remplissage des stocks de l'hiver suivant. Au début du conflit en Ukraine, le gaz russe représentait 17% de l'approvisionnement français. Alors pour compenser, on vise désormais le gaz vert et faire d'une pierre deux coups. En gros, 4% de gaz vert dans les réseaux de GRDF, mais ça augmente très rapidement. Donc on parle dans les années à venir de plus de 10%, 20% en 2030 et 100% en 2050. Donc on voit que ça progresse rapidement et on a besoin de ça pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela passe par 3 solutions majeures: la méthanisation et l'hydrogène, déjà en plein développement, et la pyrogasification, encore à ses prémices. Elle consiste à chauffer les déchets à plus de 1000 degrés. Et l'autre sujet étroitement lié avec le gaz, c'est l'électricité. Va-t-on, oui ou non, subir des coupures de courant cet hiver? Beaucoup de Français se posent la question. L'inquiétude est donc réelle. Jean, bonsoir. Bonsoir. Le RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a présenté fin novembre son étude prévisionnelle où il explique en gros les 3 scénarios possibles qui nous attendent. Ça sera en fonction du parc nucléaire disponible et de la météo. Effectivement, Uranie, le premier, le moins important, prévoit 3 coupures maximum ces prochains mois, et seulement si l'hiver venait être vraiment très froid. Il y a bien sûr ce facteur météo qui va être très important, un scénario malheureusement déjà écarté par le RTE, car trop de réacteurs nucléaires en France sont à l'arrêt. Pour maintenance, pour info, 69% de l'électricité du pays est produite justement par le nucléaire. Et puis pour ne rien arranger, Uranie, les barrages hydrauliques tournent aussi au ralenti en raison du faible niveau des cours d'eau dû aux fortes chaleurs de cet été. Bon, alors on passe au deuxième scénario, le plus probable pour l'instant. Vous nous donnez les détails. Uranie, on prend encore l'hypothèse d'un hiver très froid. Il y aurait alors jusqu'à 6 délestages au maximum toujours, un chiffre qui pourrait être réduit de moitié si le plan de sobriété énergétique du gouvernement porte ses fruits. Pour rappel, l'objectif, c'est de diminuer la consommation d'énergie de l'Hexagone de 10% d'ici 2024. Cela implique de baisser les températures chez nous, d'éteindre nos appareils en veille ou encore de covoiturer, entre autres. Et enfin, Jean, dernier scénario envisagé où le recours au délestage serait là inévitable. Uranie, toujours en fonction de la météo et de la quantité d'énergie produite, bien évidemment, car ce n'est pas comme le gaz, l'électricité, on ne peut pas la stocker. Nous pourrions subir jusqu'à 28 délestages maximum dans le pire des cas. Et dans le meilleur, mais toujours sur ce scénario-là, si les températures sont clémentes cet hiver, nous subirons entre 4 et 7 délestages. Dans tous les cas, pour suivre la situation en temps réel et pour savoir si vous êtes concerné ou non par d'éventuelles coupures de courant cet hiver, je vous invite à vous renseigner sur le site internet ou l'application EcoWatt. Merci beaucoup pour ces précisions, Jean. En effet, il vaut mieux prévenir que guérir. On passe à la suite. D'ici l'année prochaine, le pôle thermal d'Amnéville devrait inaugurer de nouvelles installations. Des travaux sont également prévus pour rénover la cure thermale, la Villa Pompéi et le Thermapolis. L'occasion pour nous de faire le point sur ce haut lieu touristique dans le département. C'est un reportage de Colline L'Expert.
Ici, à la cure Saint-Éloi, près de 10 000 curistes ont profité des soins cette année. Arenadour, exploitant des 3 sites thermaux d'Amnéville depuis 2021, se projette avec un objectif, rajeunir la clientèle. Dans les éléments qu'on a mis en place, c'est dès 2021 et dès 2022 et qu'on reproduit pour 2023, c'est la cure du soir. Et donc le principe est d'associer et d'allier vie professionnelle avec cure thermale. On a dans l'idée effectivement de pouvoir faire visiter nos installations et on prévoit en tout début de saison une journée porte ouverte qui a pour objectif de faire découvrir l'établissement, le parcours de soins à des curistes hypothétique. Sur le site Thermapolis, 300 000 baigneurs convaincus sont venus en 2022. Cette clientèle plus familiale pourra expérimenter de nouvelles douches sensorielles et un sauna panoramique très prochainement, peut-être avant 2023, avec des rituels sauna. On bénéficie d'un déficit de connaissances sur ces équipements, les bienfaits, combien de temps la séance dure, comment on fait, où est-ce qu'on pose la serviette, est-ce qu'on prend la serviette ou pas. Donc nous, l'idée, c'était de pouvoir positionner ces activités régulièrement, c'est-à-dire avec une fréquence quotidienne, pour pouvoir, alors j'aime pas trop le mot, mais ça reste comme ça, éduquer nos clients aux bonnes pratiques sur ces équipements-là. C'est vraiment l'expérience telle que vous pouvez la vivre quand vous allez en Norvège ou en Allemagne avec un sauna meister, quelqu'un qui vient, qui parfume les pierres, qui fait des gestes pour faire brasser l'air chaud dans la pièce. Une expérience incluse dans le prix d'entrée au terme. Pour l'instant, le site est encore en travaux comme l'espace extérieur de la Villa Pompéi. Sur cette dalle, d'ici quelques semaines, un sauna flambant neuf chauffera au pied des sapins. D'autres aménagements auront lieu sur l'ensemble du pôle thermal jusqu'en 2026. À hauteur de 1 million d'euros et financés par le département, ces travaux doivent notamment répondre à la mise en conformité aux normes sanitaires. Humour, performance artistique et une pointe de magie. C'est le moment de parler culture avec Alicia Hublot. Et en effet, ce soir, Alicia vous propose une dose d'humour avec le nouveau spectacle d'Anthony Cavana, mais également une performance artistique qui mêle danse et musique. Et pour finir, de la magie avec l'étonnant Lord Martin qui se produira très prochainement à Metz. C'est parti pour quelques minutes culturelles. Bonsoir à tous. Alors commençons tout de suite avec une question. Êtes-vous heureux? Alors j'avoue que cette question, en fait, ce n'est pas moi qui la pose, mais Anthony Cavana dans son dernier spectacle, Happy, dans lequel il entend bien vous faire oublier tous vos soucis. Pour cela, il a traversé l'Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants, dans un seul but, vous faire rire. Alors j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Ma femme m'a dit, si on se sépare, je demande la garde exclusive des enfants. Je dis, tu fais vraiment tout pour que je te quitte. Je suis allé avec mon fils essayer les dernières montagnes russes au parc d'attractions. Dès qu'on s'est assis, calme-toi papa, on n'est pas encore parti. Ma femme me dit tout le temps, oh mon Dieu, avec toi j'ai l'impression d'être à Disneyland. Parce que tu t'amuses beaucoup? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour une minute de plaisir. Le showman Anthony Cavana de retour après 5 ans d'absence. Alors autant dire qu'il est en super forme pour partager avec vous tout ce qui le rend happy. Il vous donne rendez-vous mercredi 14 décembre à 20h au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, où vous pouvez également vous régaler en amont dans les différents restaurants sur place. Et prenons maintenant la direction de l'Arche à Villerue pour y retrouver Manoc et compagnie qui va dévoiler le premier pas d'Eden Europa. Un projet original proposé dans le cadre d'Esch 2022, capitale européenne de la culture. Un projet dont m'a parlé Emmanuel Fletz, le coordinateur artistique de la compagnie. Écoutez-le. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le territoire autour d'un spectacle qui s'appelle Landscaper, ici même à ciel ouvert, et qui questionne l'individu dans son environnement et comment on réagit à travers la danse et la musique. À partir de là, on a fait beaucoup de spectacles dans des sites différents. On a fait des temps de rencontres autour de la danse, la musique, l'expression corporelle, des temps d'échange. Et au bout d'1 an, on a envie de faire une rétrospective du projet. Et en même temps, on a invité un artiste anglais qui s'appelle Michael England. Et ensemble, on va re-questionner cet espace, mais les sensations qu'on a pu avoir dans tous les espaces extérieurs, mais dans un lieu clos, à travers la vidéo. Donc Sayoko Onishi qui est à côté de moi qui danse, et puis moi-même à la musique, donc installation sonore et contrebasse.
Témoignages, sérigraphie, performances, danse, musique et arts visuels, ne manquez pas le premier pas d'Eden Europa, dimanche 11 décembre à 17h à l'Arche à Villerue, l'entrée est libre. Et puisque Noël approche, eh bien clôturons cette rubrique avec un spectacle absolument magique, celui de Lord Martin que l'on adore, Lord Martin qui pour rappel a remporté bien des trophées, je pense notamment au Mandrake d'or ou au Mandrake de cristal, il a même décroché le titre de meilleur spectacle de magie français, ce qui lui a valu entre autres de se produire dans des émissions comme Le plus grand cabaret du monde et bien d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il va encore une fois nous rendre complètement dingos avec ses tours exceptionnels. Lord Martin qui vous propose de vivre un moment magique en famille avec un spectacle surprenant et interactif, sans compter que Lord Martin a vraiment beaucoup d'humour. Ne manquez pas le rendez-vous, il sera sur la scène du Parc des Expositions de l'Eurométropole de Metz, samedi 10 décembre à 14h30 et 17h. Pour ce qui est du 11 décembre, eh bien c'est complet. Aussi vraiment, dépêchez-vous de réserver vos places. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Bye bye. Et après la culture, place au sport. Metz Handball poursuit son carton plein en championnat. Les Dragons ont remporté leur 8e match en 8 journées, mais elles ont souffert sur le parquet de Plan de Cuc, s'imposant finalement 27-23 avec une Christina Jorgensen au four et au moulin. L'internationale danoise termine meilleure buteuse de son équipe avec 7 réalisations. Cette victoire conjuguée à la défaite surprise dans le même temps de Brest à Saint-Amand-les-Eaux, 24-23, permet aux joueuses de Manu Mayonade de prendre seule les rênes du championnat. Toute l'actualité de Metz Handball est à retrouver ce vendredi dans Dragon Mag, exceptionnellement diffusé à 19h. Et pour la suite, direction l'Inspé de Sarreguemines, site universitaire où sont formés les professeurs des écoles. C'est un site qui a une particularité, c'est un campus biculturel qui met l'accent sur l'apprentissage de l'allemand. Le recteur de l'Académie Nancy-Metz était de passage et a visité ce site unique dans la région. Reportage. Ici sont formés de futurs enseignants depuis maintenant 20 ans. L'Inspé de Sarreguemines, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, accueille une centaine d'étudiants. Richard Lagagné, recteur de l'Académie Nancy-Metz, a visité pour la première fois ce site. Un campus unique car il a la particularité de former les professeurs des écoles pour qu'ils soient aptes à enseigner dans un contexte transfrontalier. Le recteur a d'abord assisté à un atelier que les étudiants mènent avec leurs correspondants de Sarre. Là, on essaye de faire vraiment un échange franco-allemand dont le but du projet, ça va être de créer une mallette pédagogique à partir d'albums de jeunesse à la fois français et allemand. Il est ensuite allé à la rencontre d'étudiants au parcours différents, mais qui ont décidé de rejoindre le campus de Sarreguemines pour sa dimension biculturelle. J'ai fait une licence entre Metz et Sarrebruck. Et donc c'était dans la lignée de mes études, j'ai appris l'allemand, je suis partie faire fille au père en Allemagne. Et donc oui, c'était plutôt naturel pour moi de candidater à l'Inspé de Sarreguemines. J'ai jamais eu de cours d'allemand de toute ma scolarité. Donc ici on a commencé les cours d'allemand. Donc super opportunité, sachant qu'on est juste à côté. Nous avons des besoins dans l'éducation nationale de professeurs ayant une maîtrise de la langue allemande, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Et donc, ce site de l'Inspé est un site extrêmement important pour nous. Même les étudiants qui n'ont jamais pratiqué la langue de Goethe ont des cours de différentes matières en allemand. Cette formation leur permettra d'enseigner par exemple dans des écoles biculturelles ou des écoles françaises en Allemagne. C'est un cadeau rare, précieux et qui sauve des vies. Profitez du mois de la générosité pour donner votre sang. On fait le point justement à ce sujet avec notre invité du jour. Olivier Duras, bonsoir. Je rappelle que vous êtes chargé de communication pour l'établissement français du sang dans le Grand Est. Le mois de décembre est déjà bien entamé, mais c'est celui que vous avez dédié à la générosité, forcément, période de fête. Quel est l'objectif de cette campagne, peut-être en termes de quantité à récolter, par exemple, en termes de retombées également ?
Donc notre mois de la générosité qu'on organise chaque année au mois de décembre a pour objectif de mobiliser les donneurs juste avant les fêtes, parce qu'on sait que c'est toujours une période très compliquée pour mobiliser les donneurs qui doivent préparer les fêtes de fin d'année. Et puis souvent en début d'année, les personnes sont malades. Alors, cette année, c'est un peu exceptionnel dans la mesure où on a une épidémie de grippe et une reprise du Covid qui est quand même assez importante, qui fait qu'on lance un appel aujourd'hui, dans la mesure où au niveau national, on a 85 000 poches, alors qu'on devrait atteindre les 85 000 poches. Pour parler de notre grande région, depuis le début de semaine, par rapport à notre prévisionnel, on a moins de 25% de donneurs qui sont venus sur nos lieux de collecte. Donc c'est assez problématique. C'est pour ça qu'on lance un appel à la mobilisation. On dit à la population de venir avant les fêtes dans notre maison du don, par exemple à Metz, ou sur la trentaine de collectes de sang qui sont organisées dans le 57. C'est plus de points de collecte ou pas sur ce mois-là, ou vous restez à peu près pareil C'est ce qu'on prévoit chaque année. Donc on fait de la communication pour mobiliser encore plus de donneurs sur ces collectes existantes. D'ailleurs, vous êtes plutôt habitué à ces campagnes de sensibilisation. Il y en a tout au long de l'année, comme vous l'avez dit, souvent avec peut-être une petite pointe d'humour, on peut le dire. Pourquoi ce parti pris ? Oui, on est un peu dans l'obligation d'organiser des événements, surtout au niveau de nos maisons du don, des animations, juste avant des périodes difficiles. L'objectif, c'est de faire venir les gens donc, dans nos maisons du don, donc sur le Grand Est et celle du Saban, par exemple, à Metz. Et puis, on a aussi toutes les actions qui sont organisées par les associations de donneurs de sang bénévoles qui animent aussi leur collecte tout au long de l'année. On a de la chance d'avoir plus de 50 associations de donneurs de sang qui nous épaulent au quotidien en Moselle pour organiser donc les collectes. Et est-ce que ça attire forcément plus de monde ? Ça donne envie aux gens de faire ce geste ? Est-ce que ça touche peut-être une petite corde sensible ? Oui. On constate que les collectes qu'on organise, par exemple, dans des lieux un peu inédits, dans des musées ou des collectes un peu exceptionnelles avec une gastronomie qui est proposée, on constate parfois qu'on a 15-20% de plus de donneurs. Donc ça nous permet de solliciter de nouveaux donneurs et ensuite qui viennent sur les collectes dans les communes ou dans notre maison du don à Metz. On touche presque à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut peut-être faire le point justement sur cette année écoulée ? Quelle a été la tendance ? Est-ce qu'il y a eu des gros moments de flottement, des gros baisses dans les stocks ? Oui, on a vraiment cette année, il faut le dire, eu beaucoup de périodes compliquées. C'est pour ça qu'on a lancé de multiples appels. On a fait même diffuser un bulletin d'urgence vitale au niveau national, dans la mesure où on avait des stocks qui étaient vraiment très très bas. Et c'était une année très très compliquée pour mobiliser les donneurs. Et puis dans le même temps, il faut soigner les malades donc, dans les hôpitaux et cliniques. Il faut savoir que dans notre grande région, il faut avoir 1500 dons par jour pour soigner l'ensemble des malades. Alors, pourtant, notre région et le département de la Moselle plus particulièrement font souvent partie des plus gros donateurs dans l'Hexagone. Alors là, est-ce que c'est une tendance nationale ou est-ce que c'est très marqué chez nous ? Non, on a une tendance, c'est complètement une tendance nationale. Après cette période de Covid, on est toujours dans cette période-là, mais cette période de confinement, c'est toujours très, très compliqué. Mais ça n'empêche qu'on a quand même la chance, dans notre région, et en particulier en Moselle, d'avoir de nouveaux donneurs qui viennent donner donc dans les facs ou même sur les collectes. Et puis on a des donneurs fidèles aussi qui viennent sur les collectes qui sont organisées donc dans les communes. Donc on a encore cette chance-là, encore une belle solidarité, une fidélisation importante dans notre région. Finalement, les baisses de stock s'accompagnent souvent de facteurs extérieurs. On a l'impression, vous parliez du Covid, il y a souvent aussi une perte de vitesse avant les vacances, lorsqu'il y a un pont, quand il y a eu la crise des carburants. Vous devez en fait à chaque fois vous adapter. Complètement. On est vraiment au cœur de l'environnement économique, météo, climat. Et puis là, dans les prochaines semaines, vous en avez parlé dans votre journal, avec les délestages. Donc nous, on va peut-être être impacté quand on va organiser des collectes dans les communes avec des pannes électriques. Donc on a prévu tout un plan pour pouvoir continuer la collecte et pouvoir accueillir au mieux les donneurs.
En tout cas, je m'adresse maintenant aux téléspectateurs. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'EFS. Il suffit de rentrer votre adresse postale dans l'onglet « Où donner ». Une liste de points de collecte au plus proche de chez vous vous est proposée avec les horaires et dates précises des collectes. Par exemple, le mercredi 14 décembre aux Arènes de Metz, le mercredi 21 décembre dans la salle Agora de Saint-Avold, à Florange le 19 décembre ou encore le mardi 13 décembre au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler du don du sang sur ce plateau. Merci beaucoup. À bientôt. Et avant de se quitter, l'image du jour évoque un départ, celui d'Olivier Delqueroux. Depuis presque 5 ans, il était le sous-préfet de l'arrondissement de Metz et le secrétaire général de la préfecture de la Moselle. Il vient d'être nommé ce 6 décembre à des postes similaires dans l'Essonne. Un chapitre qui se termine donc dans notre département, mais un autre qui s'ouvre pour cet élu qui a toujours mis un point d'honneur à être présent sur le terrain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Direction nos réseaux sociaux et le site internet moselle.tv pour revoir et partager nos reportages. Dans un instant, place à l'équipe du Graouli Mag, suivie d'une émission spéciale au cœur de votre chaîne de télévision locale pour l'inauguration de ces nouveaux locaux. Très belle soirée et à demain.